en direct du Salon de l'Agriculture depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue, on est au Salon de l'Agriculture, on est ravis de vous retrouver, merci d'être avec nous, ça va Philippe David? Ça va très bien et vous Cécile? Oui, ne me regardez pas comme ça, j'ai rien dit encore. Non mais on est dans un endroit fabuleux, là ça ne s'invente pas. Ah ouais, là il y a du monde là, voilà, la sirène, voilà. Je crois que c'est le moment de l'apéritif, en tout cas on vous souhaite la bienvenue. Vous nous appelez 0826 300 300 bien entendu si vous voulez commenter l'actualité avec nous. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on va revenir sur les normes. Sont-elles en train de tuer nos agriculteurs? Pour l'instant vous dites oui à 97%. L'agriculture évolue aujourd'hui dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe avec une concurrence extra-européenne et une accumulation de normes qui ont un impact direct sur la production agricole, Philippe. Oui Cécile, avec les normes sanitaires, les directives nitrates, la loi sur l'eau, le respect des conditions d'utilisation des pesticides, les normes de protection, le bien-être animal, j'arrête cet inventaire à l'après-vert. Alors vous êtes agriculteur, vous n'en pouvez plus de ces normes qui vous étouffent et qui causent une concurrence déloyale dont vous êtes victime. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et puis la France peut-elle retrouver sa souveraineté alimentaire? On en parle depuis des mois. 18h30, le coup de fil, le coup de projecteur des Drévévois. La crise successive rappelle combien la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur. La filière agricole française se voit se transformer en profondeur pour répondre aux nouveaux défis. La tâche est immense. Oui, et Cécile, la crise sanitaire avait déjà sonné l'alarme quand on avait vu notre dépendance pour les importations notamment de fruits et de légumes. Alors aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs s'est effondré et on est en déficit commercial pour les produits alimentaires si on accepte les vins et spiritueux dans lesquels nous excellons. Alors est-ce que pour vous on peut retrouver une souveraineté alimentaire? C'est quoi? C'est un problème de courage politique ou c'est un problème d'avoir le courage de faire la politique de la chaise vide ou de rentrer dedans à Bruxelles? Venez témoigner, on vous attend au 0826 300 300. Bienvenue dans Les Vraies Voix en direct du Salon de l'Agriculture. On est sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Les vraies voix Sud Radio. Et nos éditorialistes du jour, il est toujours là, il est chaud, on le disait hier comme un croissant, il est chaud comme une saucisse. Ah oui. Philippe Bilger. Ça s'appelle la chistora. Ça s'appelle la chistora, la saucisse basque. C'est excellent. Comment ça va Philippe Bilger? En pleine forme. On est bien là, on est bien. Cette nourriture matérielle va nous permettre de nous dispenser un petit peu de la nourriture intellectuelle. Oui, c'est ça. Olivier d'Artigol est avec nous, notre le régional de l'étape. Cécile, Philippe, bonsoir, bonjour. Comment ça va? C'est un mixte de la Foire Expo à Pau et des fêtes de Bayonne. En un seul moment. Carton plein. C'est vous dire, et encore ils n'ont pas chanté encore. Vous allez voir, Max Brisson est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Ouais, je crois qu'Olivier a raison. Vous parvenez à faire la synthèse entre le Béarn et le Pays Basque. Avec en effet et là on est bien. La foire de Pau et les fêtes de Bayonne en même temps. Bienvenue sur le stand des Pyrénées-Atlantiques. Merci à vous Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Et bien entendu, vous au 0826 300 300. Et je crois que nous avons en ligne. Qui avons-nous en ligne? C'est Sandrine qui est avec nous. Sandrine, bonsoir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Comment ça va Sandrine? Ça va très bien. Je rigole parce que ça me rappelle de bons souvenirs. La Foire Expo ou les fêtes de Bayonne? Les deux. La Foire Expo et les fêtes de Bayonne aussi. Alors là j'étais vraiment très jeune là. Oui, c'est sûr. Et ben voilà, vous nous appelez d'où Sandrine? Alors moi je suis du Tarn-et-Garonne et de Castel-Sarrazin. Très joli. D'accord, très bien. Et ben voilà, Sandrine, donc vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir jouer ou contre Max Brisson, et attention, c'est une vraie voix particulière, donc soyez gentils avec lui, ou contre Olivier d'Artigol. Là, vous pouvez envoyer du bois, et contre Philippe Bilger aussi, vous pouvez envoyer du bois. En tout cas, on peut mettre quand même Sandrine sur la voie. C'est un quiz spécial Pyrénées-Atlantiques. Ah bah oui, là c'est local, bien entendu, là, c'est local. 100% local. Et voilà. Et notre chanson du jour, Philippe? Notre chanson du jour, c'est la chanson de l'égérie de cette magnifique vache Salers, Ovalie. Allez. Pas tout de suite, ne vous déshabillez. Je vois que Olivier d'Artigol et Philippe Bilger jettent la veste. Philippe Bilger était en train de lancer le moonwalk de Michael Jackson, c'était impressionnant. Je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Ah ben voilà, en tout cas vous restez avec nous, allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Un réquisitoire parfaitement adéquat ici, Philippe Bilger, puisque vous voulez requérir contre ceux qui hiérarchisent les métiers et qui traitent mal les premiers de corvée en applaudissant que les premiers de cordée. Absolument, monsieur le sénateur, chers amis, j'ai toujours trouvé absurde la distinction faite depuis les Gilets jaunes et par Emmanuel Macron lui-même entre les premiers de cordée et les premiers de corvée. Pour ma part, dans mon ancienne existence comme dans celle d'aujourd'hui, je ne fais aucune hiérarchie entre les métiers. Tous participent à une œuvre commune et rien ne m'insupporte plus que d'entendre ou bien du mépris pour les premiers de corvée ou bien d'entendre une sorte d'hyperbole absurde pour les premiers de cordée. Ils sont ensemble au service de la France et j'espère du bien public. Olivier d'Artigol. Cher Philippe. Est-ce que c'est pas un peu une métaphore rugbystique que fait Philippe Bilger? C'est-à-dire qu'il y a les piliers, les talonneurs, les deuxièmes lignes qui sont dans l'ombre, qui vont chercher les ballons, et les autres derrière qui vont mettre les essais. À nos terres d'Ovalie peut-être. Reste que l'expérience saisissante, inédite de la crise sanitaire a montré que certains métiers étaient plus essentiels et plus indispensables que d'autres. Et malgré les engagements pris, il n'y a pas eu suffisamment de revalorisation dans la reconnaissance de ces métiers qui sont les premiers de corvée. Max Brisson. Oui, là, je reconnais parfaitement Olivier comme... J'ai pas totalement changé. L'entendre au conseil municipal de Pau, mais il a quand même raison. Il y a des métiers qui sont essentiels et qui ne sont pas assez reconnus par le pays. Donc il faut aussi que les premiers de corvée soient reconnus au moins aussi bien que les premiers de cordée. Et je suis d'accord avec Philippe, il faut arrêter de séparer les gens, il faut les unifier. La métaphore rugby, elle est pas mal quand même, hein, lorsqu'on est ici. Elle est même excellente. Le pack, le lien entre les lignes arrières et les... Moi j'ai toujours admiré les joueurs de rugby qui quand même professent le sport très collectif. Vous savez, Serge Blanco et Robiaro aussi l'un des, vous le permettez, qui avait refusé une très belle montre à un mécène qui avait dit c'est toute l'équipe ou personne. Oui. Voilà. C'est un peu ça, les premiers de corvée, les premiers de cordée, tous ensemble. C'est ce qu'on a dit sur la saucisse avec Philippe tout à l'heure, c'est tout le monde ou personne. Oui, c'est ça. Et puis dans le 64, en termes de piliers, il y a eu ce qu'il faut entre Robert Paparambord, Pascal Ondart, Théo de Spital. Ça, ici. François Monclar. François Monclar, un peu avant, bien sûr. Vous savez faire des piliers. Azaret aussi avant. Ah, oui, là, il y a encore plus longtemps. Ouais, je cite un Bayonnais, vous voyez, si je suis fort. Vous êtes supporter de Biarritz, c'est ça? À mort. Alors un Biarro qui cite l'aviron bayonnais, là c'est comme un supporter du PSG. C'est l'ambiance du salon d'agriculture. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, vous restez avec nous, vous nous appelez 0826 300 300, vous voulez commenter bien sûr cette actualité. Dans un instant, on va revenir sur les normes vis-à-vis de l'agriculteur, enfin des agriculteurs en général, sont-elles en train de les tuer? Pour l'instant, vous nous dites oui à 97%, on a envie de vous entendre là-dessus, on vous attend au standard, vous êtes les bienvenus, c'est votre émission. On est en direct du Salon de l'Agriculture et sur le stand du département des Pyrénées-Atlantiques. Bienvenue à tous. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, on est heureux de vous accompagner au Salon de l'Agriculture. On va vous donner plein d'infos, on va vous faire découvrir des produits, on va vous parler bien entendu du salon en général et bien sûr des Pyrénées-Atlantiques sur le stand. Nous y sommes pour l'instant avec un choix. Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Max Brisson, qui est sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, qui sont là avec finalement, on nous gâte gustativement parlant. Hein. On a du bol là, franchement on a du bol. On va revenir dans quelques instants dans le cadre de notre premier débat sur les normes qui sont en train de tuer nos agriculteurs. L'agriculteur évolue aujourd'hui, vous le savez, dans un environnement extrêmement réglementaire. Vous voulez nous en parler? 0826 300 300. En attendant, tout de suite, ces 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Et les 3 mots sont plainte, 13 et momie. La plainte de Noël Le Graët pour diffamation après sa démission hier. L'ancien président de la FFF accuse la ministre des Sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement sexuel contre lui. 13 comme le nombre de buts marqués par Juste Fontaine en phase finale de la Coupe du Monde 1958. Un record inégalé, le footballeur mythique vient de s'éteindre à l'âge de 89 ans. Et puis une momie vieille de 6 à 8 siècles, tout de même découverte dans le sac isotherme d'un ancien livreur à domicile, c'est au Pérou. Il dormait avec elle et la considérait comme sa petite amie spirituelle.
Les vraies voix Sud Radio. Un matraquage incroyable, une cabale politico-médiatique, la contre-attaque de Noël Le Graët par l'intermédiaire de son avocat après avoir démissionné de la présidence de la Fédération française de foot hier. Le menhir porte plainte et accuse la ministre des Sports de diffamation. Réaction d'Amélie Oudéa-Castéra ce matin. Je trouve ça affligeant, dit-elle. Je n'ai jamais insulté personne, je suis resté poli, je n'ai jamais accusé de harcèlement. La ministre des Sports rappelle qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour harcèlement moral et sexuel. En tout cas, Noël Le Graët, déjà recasé à la FIFA pour diriger le bureau parisien de la Fédération internationale, ça laisse un goût amer dans les petits clubs, explique Gérard Blanc, entraîneur de l'ASC Vivo Sauvagère à Marseille. Il n'y a pas de plus vilain spectacle qu'un joueur qui reste trop longtemps sur le terrain. Le fait d'être recasé comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Si vous perdez votre job, en général, vous mettez plus d'un jour pour en retrouver un. Et ça donne un peu l'impression que ça a été conclu d'avance. C'est-à-dire que cette démission, c'était une porte de sortie vers quelque chose qui n'est pas forcément moins bien. Après, financièrement, il y a pas mal d'argent qui a été donné au football amateur. C'est un point positif. Moi, c'est quelque chose que je regarde. Quand je suis pas au bord d'un terrain, il m'arrive de mettre une robe noire. C'est mon métier dans le civil, c'est d'être avocat. Je suis allé voir sur le site de la Fédération française de football. Il y a une charte d'éthique. La charte d'éthique, elle comporte notamment un article sur l'exemplarité. Une fois de plus, sur les valeurs, c'est là qu'il y a une vraie interrogation. L'entraîneur de la SC Vivo Sauvagère, Gérard Blanc, au micro Sud Radio de Lionel Maillet à Marseille. C'est une charge, hein, oui, une charge là, oui. Je continue à dire que je ne regrette évidemment pas le départ de Noël Le Graët, mais j'estime qu'il a fait en grande partie l'objet d'un lynchage facilité par la ministre. Alors je suis très déçu après par la petite minute d'inquiétude qu'il a eue avant de trouver un nouveau travail. Ça a dû durer une éternité, non? Voilà. C'était les prolongations interminables. Olivier d'Artigol. La question qui se pose, c'est par-delà le parachute doré un peu pour Noël Le Graët, c'est savoir si il va y avoir un vrai changement à la Fédération française de football. Moi, j'aurais été plutôt favorable à des élections que le foot français, oui. Si le COMEX reste, non. Non, pour l'instant, le calendrier, c'est le COMEX qui reste, une assemblée générale en juin, mais les élections de mémoire en 2024. Il faudrait véritablement une mise à plat, que le foot français irrigué dans les territoires reprenne la main et qu'on reparte à zéro sur de bonnes bases. Max Brisson. Oui, je ne savais pas que c'était la Fédération française de foot et de parachutisme. Elle est quand même... moi, que tu as des affaires comme ça... Pas mal. Des affaires comme ça, moi je pense à tous les... aux footballeurs amateurs, à tous les éducateurs dans les écoles de foot, qui eux font du boulot remarquable pour 3 francs 6 sous, voire pour la beauté du maillot. Et c'est à eux que je pense, parce que c'est un bien triste exemple. Et malheureusement, il n'y a pas que la Fédération française de foot, qu'on a quelques exemples un petit peu de déconnexion complète entre les dirigeants du sport collectif et la réalité de tous ces éducateurs qui travaillent de manière très bénévole dans tous les clubs, que ce soit en rugby, handball ou en football. Ça veut dire que là, il faudrait remettre tout à plat et redémarrer à zéro. Il faut certainement remettre tout à plat, sauf que le ministère des Sports n'en a pas beaucoup les moyens. Oui. Là aussi, on a créé une agence nationale du sport qui a beaucoup affaibli le ministère des Sports. Et il serait temps de rendre une capacité de contrôle et d'application de la loi sur le sport à la ministre du Sport. On va rester sur le football, mais de manière beaucoup plus triste. Venons-en à cette disparition de l'homme aux 13 buts. Et oui, son nom c'était Fontaine. Et c'est juste son prénom. Il s'appelait Juste Fontaine et il a juste marqué 13 buts en une seule phase finale de Coupe du Monde. Il disparaît à 89 ans et restera jamais associé à ce record mythique et quasiment imbattable. Fontaine, très joli. Fontaine qui a repris 2 volets merveilleux et qui marque le but égalisateur. France et Italie, 2 partout. Très très belle reprise de volée de Fontaine. Formidable. Alors que vraiment on ne s'attendait absolument pas à ce que Fontaine puisse reprendre cette balle dans les conditions où il se trouvait. Cela va certainement lui donner confiance. Et pendant les dernières minutes qu'il reste à jouer, Fontaine va peut-être faire des étincelles maintenant. Et oui, ici un match amical France-Italie archivé par l'INA avec une égalisation signée, vous l'aurez compris, Juste Fontaine. Le mondial 1958 en Suède constitue son chef-d'œuvre, c'est 13 buts. Et il sera pendant longtemps ce mondial à la référence absolue du foot français avant l'avènement des générations Platini, Zidane et Mbappé. La carrière de Juste Fontaine en grande partie marquée aussi par son passage à Reims. C'est une mémoire, enfin c'est un talent incommensurable. Alors que je n'ai aucune mémoire pour les souvenirs, pour les moments dérisoires de ma vie,
J'ai une grande mémoire pour les moments importants. 58, de celle des autres. Les 13 buts de Juste Fontaine, c'est quelque chose qui est demeuré mythique et qui probablement, peut-être, si Kylian Mbappé un jour ne décide pas de battre ce record, demeurera unique. Mais il ne faut pas oublier, ça n'est pas faire offense à la mémoire de ce footballeur extraordinaire que dire qu'à côté de lui, il avait une équipe éblouissante. Et notamment, probablement, moi je trouve qu'on sous-estime beaucoup Kopa par rapport aux autres génies du football. Il avait une équipe éblouissante. Et deux excellents ailiers, Roger Piantoni à droite et Jean-Vincent à gauche, qui étaient de très bons joueurs aussi. Et Juste Fontaine parlait toujours de ses coéquipiers. C'était un conteur extraordinaire et il savait parler du collectif dans des mots, avec des formules et des souvenirs qui parfois nous manquent aujourd'hui quand il est question du sport professionnel où il y a parfois des crises d'ego, pour pas dire d'hubris. Max Brisson. Vous savez, moi je n'ai pas une grande culture du ballon qui se joue, du sport qui se joue avec un ballon rond. Pour moi, quand le ballon rebondit trop facilement, c'est pas tout à fait ma culture. Mais cela dit, comme je n'ai aucune culture du ballon rond, le nom de Juste Fontaine était dans ma mémoire à moi aussi. Ce qui veut dire que ça a été un grand monsieur du sport français, un grand monsieur du football. Une des plus grandes légendes du football mondial, parce que c'est le recordman de buts en une Coupe du Monde. Et Fontaine, il est connu du pôle Nord au pôle Sud. Même au Brésil, dans les favelas, on connaît Juste Fontaine. Même moi qui ne regarde l'équipe de France qu'en demi-finale, quand c'est du football, je connaissais Juste Fontaine. C'est dire qu'il a marqué le football et le sport français. Et est-ce que pour vous, ce record de 13 buts en une Coupe du Monde, Philippe Bilger disait qu'il faudrait que Mbappé se décide. Est-ce que c'est battable? Parce qu'à l'époque, on faisait 5-2 en demi-finale, 6-3 en match de classement. Aujourd'hui, c'est dur à battre. C'est imbattable. Même si on allait sur le terrain, on n'aurait aucune chance de le battre. Même vous, Philippe. Philippe, David, vous qui êtes passionné de football, on pourrait le comparer à qui aujourd'hui? Joueur actuel, Robert Lewandowski, peut-être, pur avant-centre. En plus, Fontaine plus. Oui, c'est pas les mêmes gabarits. Ils sont bastoc aujourd'hui. Pour moi, les deux plus grands avant-centres de l'histoire, c'est Gerd Müller, Juste Fontaine. Et puis après, on peut en mettre d'autres. Papin, Lewandowski, Cavani, Filippo Inzaghi. Mais c'est quand même un joueur immense qui restera. Vraiment un joueur immense. Van Basten, oui. En tout cas, on est ravis de lui avoir rendu hommage aujourd'hui. Et on termine, Félix, par cette étrange découverte dans le sac isotherme d'un ancien livreur. Une momie vieille d'au moins 6 siècles. Ah oui, tout de même, 600 à 800 ans d'âge. La police péruvienne a saisi ce week-end cette momie préhispanique recroquevillée dans ce sac isotherme. C'était lors d'un banal contrôle dans un parc. Banal au début en tout cas, puisque l'ancien livreur à domicile âgé de 26 ans a été placé en détention provisoire. Sa momie a été saisie, mais il assure qu'il l'a transportée pour la montrer à des amis avant de l'offrir à un musée, dit-il. En tout cas, il l'avait chez lui, cette momie. Il raconte qu'il l'avait affectueusement prénommée Juanita. Elle était conservée depuis presque 30 ans dans sa famille, dans la demeure familiale selon lui. Elle avait été récupérée il y a une trentaine d'années donc par son père auprès d'un policier qui lui devait de l'argent et de raconter à quel point il se sentait proche, mais alors vraiment très proche de cette momie. À la maison, elle est dans ma chambre, elle dort avec moi, je prends soin d'elle, je la garde. Elle est un peu comme ma petite amie spirituelle. Si je me comporte mal, elle me punit. Voilà ce qu'il raconte. Bon, sauf que petit détail quand même pour sa gouverne, selon le ministère de la Culture péruvien, ce n'est pas Juanita, mais Juan. Après analyse, une analyse rapide de la boîte crânienne, il s'agirait d'un homme, un homme âgé d'au moins 45 ans au moment de sa mort, il y a donc 6 à 8 siècles. Ah ben, ça fait... Philippe Bilger, vous avez déjà requis pour des histoires de momies aux assises? Non, mais je trouve que cette personne qui s'occupe des vieilles générations ça c'est bien, on parle beaucoup des seniors. Interdite dans nos sociétés, si on peut plus se promener avec sa momie. Je n'ai pas prévu de proposition de loi pour avoir la possibilité de conserver des momies chez soi, mais je vais y réfléchir. Eh bien Max Brisson, il faudra y réfléchir. Hein. Oui. Vous avez 1 heure pour déposer un projet de loi. En tout cas, merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure pour le clic, ce qui clique sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, on va revenir sur cette norme qui est en train de tuer les agriculteurs. Est-ce que vous le pensez? Vous dites oui à plus de 90%. On revient dans un instant. Bienvenue, c'est Les Vrais Voix en direct du Salon de l'Agriculture. À tout de suite. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
On vous souhaite la bienvenue. On avait envie de rendre hommage avec Philippe Bilger, avec Olivier d'Artigol, avec Max Brisson et Philippe David aux fraises. Ah oui, des fraises et les fraises fabuleuses. L'association interprofessionnelle des fraises du Lot et Garonne. Sylvie est avec nous, productrice de fraises à Damazan. Et je dois dire, chère Sylvie, qu'elles sont incroyables. Expliquez-nous, dites-nous 2-3 mots. Alors, bien dans le micro. 2-3 mots vite fait. Donc là, je vous ai amené de la gariguette, la Belle Rouge. La gariguette, c'est la première fraise qui annonce le printemps. La première fraise qu'on va manger. Et il y a un petit conseil pour ne pas se louper à la dégustation. On dit chez nous, aussitôt acheté, aussitôt mangé. Voilà. Donc pensez à vos producteurs de fraises français, évidemment. 60% des fruits consommés en France viennent de l'étranger, alors qu'on a un produit magnifique et un savoir-faire. Extraordinaire. On va vous montrer des photos. Oui. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup productrice à Damazan, bien entendu. En tout cas, on est en direct du Salon des Pyrénées-Atlantiques. On est ravis, on est au Salon de l'Agriculture. Bien entendu, avec Olivier d'Artigol qui est avec nous, Philippe Bilger qui est avec nous, Max Brisson qui est avec nous, et sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Et puis vous, au 0826 300 300. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut à tout prix que cette surtransposition de normes cesse. Sur mon exploitation, c'est pas d'antibiotiques d'hormones de croissance. Et comme je suis en label rouge, il n'y a pas d'aliments OGM. La France, la plupart du temps, va encore plus loin que les normes européennes. Dans les autres pays, c'est pas ça, quoi. Nos producteurs ne peuvent pas rajouter des critères qui continueraient à les pénaliser encore plus sur le tarif à la fin. L'objectif européen est de diminuer de 50% l'usage des pesticides d'ici à 2030. Donc on a beaucoup de travail, ça veut dire interdire beaucoup de molécules. Et on continue d'importer des céréales qui sont produites à l'autre bout du monde avec des produits interdits chez nous. Les normes sont-elles en train de tuer nos agriculteurs? L'agriculture évolue aujourd'hui dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe avec des accumulations de normes qui ont un impact direct sur la production agricole, Philippe. Oui, les agriculteurs critiquent la superposition de normes françaises sur les normes européennes et avec ces superpositions, ils ne peuvent plus être compétitifs ni face à l'Europe et encore moins face à des pays qui pratiquent les OGM comme l'Argentine, le Brésil, les USA, le Canada, l'Australie. Alors vous, est-ce que pour vous, les normes sont en train de tuer vos agriculteurs? Vous êtes agriculteurs, vous les subissez. On attend vos appels pour témoigner au 0826 300 300. Ou sur place, bien entendu. Et pour l'instant, vous dites oui à 95%. Avec notre invité pour en parler, Jean-François Lamassé est avec nous. Bonsoir, merci d'être là en direct. Vous êtes vice-président de la FDSEA, 31 administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé Français et organisateur de manifestations d'agriculteurs contre justement ces normes. Philippe Bilger, on démarre par vous avant de revenir vers vous, Jean-François Lamassé. Les normes, ça tue finalement. Absolument. Je suis à chaque fois que nous sommes au salon ravi parce que j'ai la plus grande estime, admiration pour le métier d'agriculteur. Alors, deux questions que les spécialistes jugeront, j'espère, pas trop absurdes. D'abord, il faudrait déjà que les normes qui sont imposées aux agriculteurs français ne soient pas battues en brèche par des fléaux étrangers et une anarchie qui est importée chez nous de telle manière que les agriculteurs français sont désavantagés. Et ma seconde interrogation, mais là peut-être monsieur le sénateur ou vous-même vous saurez y répondre, je me demande quel peut être le critère qui permet de départager les normes valables et légitimes des contrôles absurdes. Là j'avoue que... Olivier d'Artigol. Oui, des normes valables et légitimes, on peut en trouver. Sur le plan sanitaire, sur l'environnement, sur le plan social y compris. Mais là où il y a en effet un énorme problème, c'est le fait d'abord de ne pas travailler les transitions permettant à ces professionnels d'aller à leur rythme et en les associant pour le respect de ces normes. On a vu ce que cela donnait sur les produits phytosanitaires et la mise en concurrence à l'échelle européenne et internationale. Vous avez parlé des pays du Mercosur où là on ne peut pas, avec une telle distorsion de normes, se battre. Max Brisson. Le critère, cher Philippe Bilger, ça serait finalement le bon sens. On essaierait de mettre un peu plus de bon sens dans nos décisions, cela serait bien utile. Ce dont souffre la France, c'est de la surtransposition qui crée aussi des concurrences. Alors, bien entendu, comme l'a dit Olivier d'Artigol, avec des pays où on n'applique pas ces normes et on importe de la cochonnerie
qui est fabriqué avec des produits qui ne sont pas autorisés en France. Mais en plus, on a de la concurrence européenne aussi, avec de la surtransposition française. Je prends un exemple très Pyrénées-Atlantiques. Actuellement, on brûle la laine de brebis. 1200 tonnes sont brûlées dans le département des Pyrénées-Atlantiques, alors qu'on a des procédés pour fabriquer avec cette laine de brebis des composts, des fertilisants dans d'autres pays européens avec les mêmes normes. C'est possible, mais pas chez nous. Et résultat, alors là, dans le paradoxe absolu, on fait du CO2 en brûlant 1200 tonnes de laine par an. Voilà l'absurdité des surnormes et des surtranspositions. Jean-François Lamassé, aujourd'hui, ces normes, elles viennent du ministère de la Santé, de l'Environnement, elles viennent du ministère de l'Agriculture, sans compter les normes européennes. Donc en fait, c'est un espèce de millefeuille et c'est difficile de se frayer un chemin parmi tout ça. Bonsoir à vous tous, merci pour votre invitation, parce que c'est un moment très important. L'agriculture française est en train de mourir. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, il y a tous les jours une exploitation qui ferme. Tout à l'heure, on voyait des jeunes, mais je veux dire, on peut les féliciter. Il faut avoir du courage aujourd'hui, quand on est jeune, pour démarrer dans l'agriculture. Et même en ayant des parents qui sont passés devant, ça devient trop compliqué. Qui supporterait, quelle profession supporterait d'être contrôlé 4 fois par semaine? J'ai bien dit 4 fois par semaine par satellite. Qui supporterait? On est aujourd'hui en France, les agriculteurs, on est devenu une machine à fonctionnaire. On crée encore des normes et des renormes et des renormes et en permanence des normes qui, à force, est en train de nous crever. Ni plus ni moins. Vous, je vais vous donner un exemple très simple. Les poulets. Bien sûr, en France, pas d'OGM. Non, même si on n'a pas réussi à prouver que, pas d'OGM. Parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement en France qui achète la paix sociale. Il va falloir dire à un moment donné à tous ces écologistes qui ne connaissent rien, absolument rien à la profession et qui viennent s'en mêler. Et il va falloir les stopper. Parce que sinon, c'est pas trop compliqué. On va rentrer des produits de l'étranger. Ce qui est déjà le cas. Déjà le cas, mais à une puissance colossale, on perd tous les jours des parts de marché. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture aujourd'hui, c'est une compétition avec plusieurs pays. Je ne sais pas si vous imaginez, on était exportateur, on va devenir importateur. On est déjà en déficit commercial si on accepte les vins spiritueux. Mais je vais vous dire, le simple agriculteur le sait. Donc ça veut dire que les gens de l'État le savent. Tout le monde sait très bien que Mme Van der Meyer ne fait pas un travail pour l'Europe. Elle travaille pour les États-Unis. Mais le problème, il est là. Et pourtant, on pensait qu'après la crise sanitaire, les choses pouvaient changer. On s'est tous rendu compte que finalement, nos agriculteurs pourraient plus donner un suffisamment... Les agriculteurs, on est des sauveurs. Voilà, on est comme les Saint-Bernard dans la neige. On vient vous amène un peu de gnôle pour vous réveiller et pour vous faire partir. Mais c'est un peu ça. Pendant la crise du Covid, les agriculteurs, on a réussi à rouvrir des marchés couverts. On a dit, c'est pas grave, maladie, Covid, pas Covid, on est là. On a fourni des combinaisons et des masques aux infirmières. Très bien. Vous l'avez encore vu cet été. Il a eu des incendies. Qui est venu? Les écologistes? Non. Les agriculteurs qui ont mis leur tracteur, quitte à ce qu'ils les perdent, leur tonalisier, ils ont mis de l'eau, ils ont aidé à ce que le feu cesse. Aujourd'hui, on n'est pas suivi par le gouvernement. Il n'y a personne derrière. On avait de Normandie qui suivait un peu, et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Mais est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'en effet, sur certaines filières, la concurrence internationale et le millefeuille des normes, comme le disait Cécile, fait que certaines filières sont atteintes à un seuil critique et où il peut y avoir véritablement péril en la demeure. Mais il y a aussi dans certaines filières, dans certains territoires, des choses qui ont été mises en place qui montrent qu'il y a des solutions et que les agriculteurs sont souvent force de proposition de solutions. Et il peut y avoir des solutions en termes de circuits courts, avec la commande publique, il y a aussi des filières qui réussissent à faire du positif. Je vais vous dire, des solutions, il y en a. Les agriculteurs français ont toujours réussi à fournir assez. Aujourd'hui, on a encore les moyens de pouvoir nourrir tous les Français. Et on est numéro 1 de la qualité en produits agricoles au monde. Mais à un moment donné, vous êtes en haut, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et non, il faut encore qu'ils nous tabassent tous les matins. Max Brisson. Moi, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais non seulement les normes peuvent tuer l'agriculture, mais elles peuvent aussi tuer des agriculteurs. Il y a des suicides, il y a des agriculteurs qui, convoqués par des huissiers, craquent complètement. Vous savez, quand vous travaillez 70 heures par semaine et qu'en plus on vous embête, je vais rester poli, parce que vous n'avez pas fait tel ou tel affichage dans un endroit où personne ne passe, mais la norme impose. Donc il y a un problème qui est lié dans notre pays. On a toujours fait des normes. Notre pays, depuis Colbert,
aime la norme et fait de la prolifération de normes. Mais notre administration appliquait les normes avec un peu de discernement. Ce qui manque aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de critiquer les fonctionnaires, c'est pas ma tasse de thé de critiquer les fonctionnaires. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a la double peine. Parce que les fonctionnaires ont peur d'aller devant les tribunaux. Ça, c'était la tradition anglo-saxonne. Peu de normes, mais on va devant les tribunaux si on ne les applique pas. Et puis en France, c'était beaucoup de normes, et puis on les appliquait avec discernement. Il est grand temps que l'administration française retrouve le mot discernement. Les normes, ça s'applique avec bon sens. Et Jean-François Lamassé, pour revenir ça, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a la norme et il y a le traitement de la norme. C'est-à-dire que vous travaillez énormément, et en plus, il y a toute la partie administrative à mettre en place. C'est la paperasse simple. Moi, j'ai un voisin qui s'est fait contrôler par le FBI. L'Office français de la biodiversité. Biodiversité, d'accord. Ils viennent les contrôler. Bon, bien sûr, c'est des gars qui arrivent avec déjà une idée de l'agriculture. Même s'ils n'ont jamais vu un tracteur, ni un champ, ni une vache de leur vie. Ils viennent avec une idée de l'agriculture. Bien près du micro. On va se dire les choses, hein, parce qu'on va mettre l'église au centre du village. Hein. Il y a marqué parlons vrai chez nous, voilà. Vous pouvez y aller. Hein. Alors c'est pas compliqué. Donc des gars qui arrivent qui sont très écolos. Voilà. Moi j'ai un collègue, mais je vous jure, pendant 1 mois et demi ou 2 mois, qu'il n'a pas eu de réponse. Il ne dormait plus, le pauvre garçon. Mais vous vous imaginez pas ce que c'est qu'un contrôle par ces gars-là. Et pour finir, ils lui ont demandé des normes de 2026-2027. Rappelez-moi. En 2022. Oui, c'était même pas, c'était en 2021. Donc vous imaginez un peu où on en est. On a laissé trop de monde, on a trop laissé faire. Maintenant, c'est très compliqué pour reprendre les rênes. Philippe Bilger veut réagir. Dans le micro. Non, mais au fond, est-ce que paradoxalement, on ne crée pas une multitude de normes partout pour donner à la bureaucratie qui a besoin d'exister de quoi fournir un peu de travail? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut aller à midi à la sortie du ministère de l'Agriculture et vous êtes stupéfait du nombre de fonctionnaires qui sortent à l'heure du déjeuner au ministère de l'Agriculture, alors qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il y a la bureaucratie agricole, elle, a prospéré dans les... Donc moi je le disais tout à l'heure, je respecte les fonctionnaires et les fonctionnaires font ce que les politiques décident. Donc j'ai du respect moi pour les fonctionnaires. Mais il n'empêche qu'on a aujourd'hui une bureaucratie, vous l'avez dit Philippe, qui aujourd'hui produit de la norme. Mais le problème c'est qu'en plus, elle applique cette norme avec zèle, par peur. On met le parapluie par peur de se retrouver devant les tribunaux, ce qui n'était pas le cas autrefois. Les agriculteurs français, aujourd'hui, on va être tous, d'ici la fin de l'année, il faut tous qu'on passe ce qu'on appelle le CSP, le Conseil Stratégie Phyto. Moi j'ai quelqu'un qui est venu la semaine dernière, parce que seul vous ne pouvez pas le faire déjà. Oui. C'est onéreux. C'est minimum 330 € TTC, donc 270 € hors taxe. Voilà. Et pour finir, moi je vais vous dire, en ayant tous les papiers, en ayant ma comptabilité à jour, en ayant tout, on a passé 3h30. Non mais ça vous parle un peu? Alors, celui qui n'est pas à jour, c'est 1 jour ou 1 jour et demi. C'est fou. Mais Jean-François Lamassé, hier, dans l'émission animée par Frédéric Brindel, ici au Salon de l'Agriculture, je rappelle que vous êtes aussi administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé Français. Oui. On a parlé dans cette émission du cas du seigle. Et qui disait maintenant, les minotiers français n'achètent plus de seigle français, mais du seigle allemand, parce qu'on a interdit les antifongiques en France, alors que les Allemands ou les Polonais les utilisent, et ils disent maintenant le seigle français, c'est bientôt terminé. C'est vrai. Alors, c'est vrai, mais je vais vous donner un autre exemple. Oui. Mais pour que tout le monde comprenne bien. On nous bassine avec les normes HVE, haute valeur environnementale. Oui. Donc il y a des agriculteurs qui ont dit, mais c'est pareil, c'est une usine à gaz, vous imaginez pas tout ce qu'on vous demande. En plus, il y a des audits, ils viennent vous contrôler. Bon. Voilà. Donc, vous avez votre blé HVE à la fin. Oui. D'accord? Vous êtes un acheteur espagnol, parce que à qui on vend? Aux Espagnols, beaucoup. Après les moissons, c'est beaucoup d'Espagnols qui achètent. Vous avez un blé français, imaginons, à 307, 310 € HVE. Vous avez un non HVE qui vient d'ailleurs à 280, lequel vous achetez? 280. Et voilà, mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour tout comme ça. Le problème, il est là. Jean-François Lamassé, les solutions, c'est quoi aujourd'hui? Si vous aviez les solutions, moi, je vais vous dire quelque chose qui va fâcher beaucoup de gens. Oui, allez-y. Mais c'est qu'on arrive à un moment, parce que moi j'étais au Parlement européen il y a 3 semaines, il y a quelqu'un de la PAC, je lui ai dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, tous on va vouloir sortir de la législation européenne? Aujourd'hui, je vais travailler avec la Marie le pire, on est géré par des brels. Il n'y a pas d'autre mot. Des guignols. Par des guignols. Et le problème, c'est que même quand l'État veut faire,
comme il y a tellement de bureaucratie au-dessus, c'est européen, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, M. Macron est venu, Madame la ministre est venue aussi. Voilà. Alors non, bon, on va revenir. On veut du concret. Voilà. Si on veut vraiment revenir, il va falloir oublier beaucoup de choses. Si on veut revenir d'ici 3-4 ans, pas de suite, 3, 4, 5 ans, revenir un peu en haut du tableau, ce que la France on savait faire. Oui. On nourrissait l'Europe il y a encore 20 ans. Tout à l'heure en début d'émission, on a la meilleure qualité de produits agricoles au monde. Au monde, pas l'Europe, au monde. Et on vient nous emmerder encore. Jean-François Lamassé, tout quand les agriculteurs ont débarqué à Paris, on a tous attendu qu'il se passe quelque chose, que vous soyez reçus, qu'il y ait un retour de cette manifestation et le fait d'avoir traversé la France pour venir à la capitale. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien derrière, oui, on va discuter, on va ceci, on va cela. Moi, je vous ai dit, j'étais dans les leaders de la manifestation de Toulouse. Bon, nous, on est un peu plus virulents, on décharge. Et à Toulouse, même les bébés aiment la castagne, alors ça s'explique. Voilà, ça commence par le début. Mais je veux dire... Est-ce qu'il y a des discussions en cours ou c'est encore de... Mais je vais vous dire, il faudrait revenir sur la TICPE, sur la taxe sur le gazole. Voilà. Quand vous voyez qu'on paye de la TVA sur la taxe, de la taxe sur la taxe, à un moment donné, on est à plus de 66%. À un moment donné, il va falloir arrêter. Voilà. On est un pays, on essaie qu'imposer des normes et taxer. Aujourd'hui, les agriculteurs, on ne passe plus. Les boulangers, ça commence. Et au fur et à mesure, on va tous y passer. C'est les mêmes qui ont cassé l'industrie française qui, aujourd'hui, veulent crever l'agriculture française. Voilà. Posez-vous la question. Tous ces écolos, qui c'est qu'il y a derrière? Max Brisson, quand vous êtes au Sénat ou dans les discussions, ils vous disent quoi vos collègues? Parce qu'on a l'impression on a l'impression que finalement c'est collégial quoi cette interrogation. On a cassé l'agriculture et l'industrie, on a tout cassé. Je vais revenir sur ce qu'a dit Jean-François. Moi j'ai voté une loi dite de simplification administrative. Ouais. J'ai l'impression que c'était une loi de complexification administrative, ce que j'ai voté, alors que le titre était une loi de simplification. On a un besoin de désherber profondément des normes qui se sont accumulées, certaines qui sont totalement obsolètes, qui sont contraires. On est quand même aussi le pays des injonctions contradictoires. Et tout ce qui a été décrit par Jean-François, c'est finalement un cri de détresse de la ruralité. Il n'a pas parlé par exemple aussi de toutes ces normes que l'on impose en zone rurale aux maires. Et c'est par exemple un agriculteur qui veut agrandir la grange de son exploitation et que l'on va empêcher dans le cadre du zéro artificialisation nette, etc. Comme si c'était dans les campagnes françaises qu'on avait artificialisé les sols et que l'on avait conduit aux difficultés que l'on connaît aussi aujourd'hui par rapport à une artificialisation trop grande. La loi ZAN, par exemple, la loi climat et résilience, provoque aujourd'hui dans les campagnes françaises des cris de détresse parce qu'on ne va plus pouvoir construire, on ne va pas pouvoir accueillir. Moi, j'ai entendu un jour un sous-préfet dire à un agriculteur, il voulait construire une maison pour son fils qui allait reprendre l'exploitation. La reprise d'exploitation, c'est important. Ce sous-préfet dire à cet agriculteur, ben vous savez, vous allez au bureau. Quand moi je vais au bureau, je prends ma voiture et je me déplace. Comment peut-on, un sous-préfet peut dire à un agriculteur qu'il allait prendre sa voiture pour aller au travail? L'agriculteur, il vit dans son exploitation. C'est donc tout le schéma de l'exploitation familiale qui est aujourd'hui en jeu par cette surtransposition permanente. Et ben vous restez avec nous à 18h30. On reviendra sur la souveraineté alimentaire. Emmanuel Macron promettait de relever ce défi. Où on en est aujourd'hui, visiblement nulle part. On en parlera à 18h30, 0826 300 300 et dans un instant, le coup de cœur de Philippe David. Non, c'est le quiz d'abord. Ah, c'est le quiz? Ah oui, c'est le quiz. Ben, c'est un coup de cœur. Oui, mais un quiz. Vous avez vu comme je suis de mauvaise foi? Je sais. Comme d'habitude. Allez, bienvenue, c'est Sud Radio, direct du Salon de l'Agriculture. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture. Si vous nous cherchez, vous pouvez pas nous louper, c'est là où il y a le plus de monde. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est là où on est plus festif, où il y a de l'amitié, de la convivialité, où on mange le mieux. Philippe Bilger, la preuve, Philippe Bilger est avec nous. Lui passe de la fraise à la chose basque, le sucré salé, ça lui pose pas de problème. Oui, bah, le printemps arrive, la gariguette. Avec Olivier d'Artigol qui est avec nous, ça va Olivier? Très bien. Avec un sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, c'est Max Brisson qui est avec nous. Ça va Max? Tout va très bien. Je peux vous appeler Max? Absolument. Ah, très bien. Et avec Jean-François Lamassé qui est avec nous. Ça va Jean-François? Ça va très bien. Voilà, vous êtes heureux? Bon, oui. Vous êtes prêts pour le quiz parce que ça c'est énorme. Et Sandrine qui est avec nous. Sandrine?
Oui, ça va, je vous écoute. Alors, bien. Je suis contente que vous soyez là parce qu'il y a que des garçons là pour ce quiz. Donc Sandrine, vous voulez jouer contre qui? Est-ce que vous jouez contre le sénateur Max Brisson, contre Olivier d'Artigol ou contre Philippe Bilger, pardon? Alors, je vais prendre mes deux gardes du corps. Donc Olivier et Philippe Bilger, c'est mes deux gardes du corps et je vais jouer contre le sénateur. C'est intéressant. Là, vous prenez un gros risque parce que c'est un quiz spécial Pyrénées-Atlantiques et il est sénateur des Pyrénées-Atlantiques. C'est pour ça que je me suis dit, mais il y a Olivier quand même, il y a Olivier. Sandrine, ça veut dire que vous avez Philippe Bilger. Merci de la confiance que vous me faites. Olivier d'Artigol et Jean-François Lamassé avec vous, d'accord? Et on joue contre le sénateur. Attention, c'est parti. C'est une question histoire. Un roi de France est né dans les Pyrénées-Atlantiques. Lequel? Henri IV. Henri réponse collégiale de Philippe Bilger et Olivier d'Artigol. Effectivement, c'est Henri IV. Ça va très vite, monsieur le sénateur. Il faut envoyer du bois. C'est absolument pas le rythme pour un train de sénateur. Il va falloir que j'accélère. Il est mort à Paris. Oui, excusez-moi. Absolument. Ça va, c'est bon. C'est le rythme d'une balle de pelote basque là. C'est pas le train de sénateur. Allez, question architecture. Quel est le style architectural du casino de Biarritz? Art déco. Bonne réponse, il a été plus rapide. Vous apprenez vite. Deux partout. C'est une question. Vous êtes prête toujours, Sandrine? Oui. Vous jouez quand vous voulez. Question mais histoire. ils sont très rapides. Ils ont une rapidité. Je laisse mes gardes du corps. Ils sont très, très forts là. Bon, très bien. Alors, un col des Pyrénées-Atlantiques est connu pour une chanson. Lequel? Roncevaux. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Pour la chanson de Roland, absolument. Roland de Roncevaux, 4-2. Vous la chantez, non? Non, c'était avec du corps, alors là, ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. Là, par contre, on va voir une vraie question chanson. Voilà. Oh là là. Un grand tube de la chanson française a été écrit dans une suite du Grand Hôtel de Biarritz. Lequel? Quelle chanson? Je vous fais la danse. Comme ça. Non. C'est. Voilà. Moi et la chanson. Il y a de la danse avec. Emmanuel Forever. Manuela Forever. Absolument, elle a été écrite le 19 août 1977 dans une suite du Grand Hôtel de Biarritz par Jean-Pierre Bourtaille, d'origine basque, et Claude François. Jean-François, merci beaucoup. Donc on comptabilise combien de fois? On fait un point? 6-2. 6-2. Monsieur le sénateur, je pense que ça s'appelle une déculottée. Rien n'est fini, rien n'est terminé. C'est une question rugby. Rugby. Quel joueur des Pyrénées-Atlantiques détient le record d'essais marqués en équipe de France avec 38? Blanco. Bonne réponse, il a été plus rapide. Bonne réponse de Max Brisson. On lui a laissé. Serge Blanco. La mauvaise foi. Oui, parce que la mauvaise foi et de rigueur ici aussi, c'est pareil. 6-4. Allez, autre question rugby. Les clubs des Pyrénées-Atlantiques, Biarritz Olympique, Aviron Bayonnais et Section Paloise ont remporté à eux 3 combien de boucliers de Brennus? 2. Non. 6. Non. 4, 5. Non. Plus. 8. De Brennus. C'est plus. À eux 3. Tous confondus. Oui, tous confondus. 8 plus, Sandrine. 10. Non. 10. 12. 22. Non. 14. 25. 17. On a un chiffre que vous n'avez pas dit. 15. Il y en a un que vous n'avez pas dit, c'est le 11. Vous n'avez pas dit le 11. Oh là là. C'est un chiffre. Vous avez pensé. C'est un chiffre de footballeur, Philippe. Allez, la dernière, vite, on se dépêche. J'y vais. Question jeu. Comment s'appelle le lieu où on peut jouer à la pelote basque? Un trinquet, un photo. Il y en a plusieurs. Rayalay. Voilà, il y en a 3. Trinquet, Fronton, Rayalay, c'est ça. Et voilà. J'ai au moins un point là. Et ben voilà, j'ai envie de dire que il a quand même perdu le sénateur. Il a perdu, mais 2 peu. Vraiment. Ouais, mais c'est pas une victoire éclatante non plus. La mauvaise foi, je vous avais dit, c'est gratos. On dirait derby. Sandrine, vous avez quand même gagné. Bravo. Et en attendant, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec cette déclaration d'amour de Philippe David. Et bien entendu, ça fait du clic. Pyrénées-Atlantiques. Oui, bien sûr. Vous croyez que c'est pas à moi, bien sûr, ou à Philippe Bilger. On a bien compris que moi, surtout pas. Moi, je serais prêt à devenir très moderne. Allez, bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ensemble au Salon de l'Agriculture. C'est jusqu'à 20h. À tout de suite.
Bienvenue dans Les Vrais Voix en direct du Salon de l'Agriculture et surtout en direct du département des Pyrénées-Atlantiques. Si vous avez raté le début, tant pis pour vous. On vous racontera pas le début, mais on vous racontera la fin. Merci de nous accueillir en tout cas chez vous. Dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu. En attendant, c'est le coup de cœur du jour de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Et que dis-je, coup de cœur, c'est plutôt une déclaration d'amour, Philippe. Oui, Cécile, le mot du jour est le mot Pyrénées-Atlantiques, puisque les Vraies Voix ont le bonheur d'être sur le stand de ce magnifique département en direct du Salon de l'Agriculture. Plus qu'un mot du jour, ce sera une déclaration d'amour avec 5 bonnes raisons d'aller visiter cet endroit unique. Pour ses paysages, des plages de la côte basque aux montagnes pyrénéennes, une des plus belles, le pic du Midi d'Ossau, se trouvant dans ce département. Pour les sportifs, les spots de la côte basque font venir les surfeurs du monde entier et les pistes de ski de Gourette ou d'Artoust sont un bonheur à descendre, tout comme l'école du Portalet et de l'Obis sont légendaires pour les cyclistes, sans oublier d'aller voir un match de rugby ou de pelote basque. Pour son architecture, du château de Pau qui vit naître Henri IV à Biarritz urbanisé sous Napoléon III pour l'impératrice Eugénie. Pour sa gastronomie, de la Shoah au piment d'Espelette à la garbure, de la poule au pot au poulet basquaise, sans oublier l'osso irati, les charcuteries de Porquintoa, le gâteau basque et le gâteau à la broche, le jurançon ou l'iroligui et en pousse café, le patcharan ou l'isara. Pour ces gens si vrais, béarnais ou basques, avec leur accent chantant et leur voix d'or qui accueillent les touristes à bras ouverts, alors oui, vive les Pyrénées-Atlantiques, qui sont une destination de rêve. Ah bah dis donc, si avec ça on prend pas 1 kilo. Bravo, bravo. Magnifique. Bravo. Magnifique. Mais c'est quand même sur la gastronomie où la chronique a été la plus prolixe. On se demande pourquoi. C'était les consignes de Cécile. C'est l'orateur. Non mais c'est marrant parce que dès qu'on parle d'alimentation, ça prend des proportions, un truc de dingue. Et tous ces gens qui chantent pour vous, Philippe David, vous vous rendez compte, tout ça? Non, ils chantent. Ils disent allez, un autre mot du jour, allez. En tout cas, vous restez avec nous. On va passer au clic avec Félix Mathieu et bien entendu la suite des Vraies Voix. C'est Félix Mathieu, le clic tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et rebonsoir Félix Mathieu. Au top clic, la France réfléchit à une interdiction de TikTok pour ses fonctionnaires. Oui. Et oui, vous savez, cette application qui permet de partager des vidéos comme celle-ci. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. Ah oui, bon là c'est le président Macron, mais a priori c'est pas son portable qui a fait la vidéo. Si j'ai bien compris ce que nous dit le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, il réfléchit à l'interdiction de TikTok pour les fonctionnaires après des décisions similaires des États-Unis et de la Commission européenne. Propriété d'un géant chinois du numérique, TikTok est soupçonné de transférer des données de ses utilisateurs vers la Chine où l'État peut avoir accès aux données des entreprises. Qu'il s'agisse du président de la République, de la première ministre ou des membres du gouvernement, nous disposons de téléphones professionnels, qui ne tolèrent pas l'installation de quelque application que ce soit. Aucun téléphone professionnel de ministre n'est équipé de TikTok, précise Olivier Véran. Alors idem pour les ministères régaliens, la défense, l'intérieur, pas de réseau social sur les téléphones professionnels des agents de l'administration centrale, c'est ce que précise le porte-parole du gouvernement. Dans les autres ministères ou dans les administrations territoriales, les communes, les départements, eh bien là ça va dépendre de plusieurs choses. La CNIL va rendre un avis, la commission informatique et liberté, et puis surtout une commission d'enquête sénatoriale est en cours avec 19 sénateurs de tous bords. Le but, selon Claude Malhuret qui préside cette commission, dévoiler les zones d'ombre de ce réseau à l'opacité, dit-il, à l'opacité bien supérieure aux autres. Voilà pour Claude Malhuret du Sénat. Plus consensuel, le porte-parole du gouvernement précise qu'il ne s'agit pas de cibler TikTok plus qu'une autre application, mais il insiste sur un point, les agents publics doivent dissocier leurs outils de travail et leurs outils personnels, histoire de limiter les risques liés à des usages. Donc limiter TikTok à la communication institutionnelle sur cette application. Votre génération a donc devant elle un monde à inventer, plus fort, plus solidaire,
plus écologique. Eh oui, puisque par exemple, des responsables politiques comme ici Emmanuel Macron communiquent beaucoup sur TikTok pour les plus jeunes. Et, une réaction, Philippe Bilger, TikTok. Tant qu'on touche pas à mon droit d'utiliser TikTok, je m'en fous. Non mais l'ingérence de la Chine. C'est pas absurde tout de même, hein, parce que l'idée et la malfaisance présumée de la Chine n'est pas un fantasme. Hein, donc ça me paraît très bien. Olivier d'Artigol. Il y a un vrai sujet sur les pratiques addictives. C'est-à-dire que si on n'y fait pas attention, on peut y passer beaucoup trop de temps. Et j'ai même vu qu'il y avait peut-être la proposition, au bout d'une heure d'utilisation, d'envoyer un... Au bout d'un quart d'heure, oui, ça va envoyer un premier message. Attention, vous y êtes depuis un quart d'heure. Et on accueille notre nouvelle vraie voix, Bernard Lerre, qui est avec nous. Bonsoir, président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. TikTok, pour vous, c'est un fléau? J'utilise pas. Oui. Mais mes enfants, oui, malheureusement. Oui. Mais on s'aperçoit que ça peut avoir, oui, des effets néfastes de temps en temps. Après, c'est vrai que c'est un réseau sur lequel ils se retrouvent entre eux. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un certain regard, comme tous les réseaux sociaux. Je parle pas uniquement de TikTok, je pense que tous les réseaux sociaux sont concernés de la même façon. Oui, ils ne sont pas chinois. Oui. Autre sujet, mais même responsable politique, Olivier Véran vient de faire une déclaration qui agace Félix. Oui, un lien entre blocage du pays en cas de grève contre la réforme des retraites et situation hydrologique de la France. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Alors, parmi les réactions indignées, il y a celle de l'insoumise, de la députée insoumise Clémence Guettet, qui partage l'extrait de nos confrères de BFM TV et qui réagit. Olivier Véran s'enfonce dans le ridicule, dit-elle. Si les Français bloquent le pays contre la réforme des retraites voulue par les macronistes, ils seraient responsables de la sécheresse, se demande Clémence Guettet, qui ajoute se rendent-ils encore compte de ce qu'ils disent? Merci beaucoup, Félix. En tout cas, Mathieu. tant qu'on aura du saucisson, parce que vous venez nous apporter un saucisson fabuleux des Pyrénées-Atlantiques, tout ira bien, Cécile. Mais c'est l'émission de Ferniaud qu'il faut que vous repreniez. On parle de bouffe toute la journée avec vous. En tout cas, vous restez avec nous dans quelques instants. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Et puis, on va revenir sur cette crise successive qui rappelle combien la souveraineté alimentaire, vous le savez, est un enjeu majeur. On va en parler à partir de 18h30. Vous voulez en parler avec nous, 0826 300 300. Bien sûr, l'antenne vous est ouverte, même ici en direct du Salon de l'Agriculture. Et même si vous êtes là, vous pouvez venir au micro. Notre table est ouverte. Merci en tout cas de votre fidélité. On revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est tellement content d'être avec vous au Salon de l'Agriculture. On est tellement content d'être là dans le département des Pyrénées-Atlantiques avec nos amis, avec bien sûr Philippe Bilger qui est là, bien entendu. Ça va, mon Philippe? Ah ben très bien. Oh, il est heureux comme un poisson d'eau. Je croyais que je serais complètement étranger aux Pyrénées-Atlantiques. Mais non, en fait. Je suis comme un Pyrénéen dans l'eau. Vous êtes un gars du coin avec Olivier d'Artigol. Il est pas loin, Olivier d'Artigol. Oui, on est bien ici. C'est un peu un gars du coin quand même. Sur la maison. Chroniqueur politique et Bernard Lerre qui était avec nous, qui vient d'arriver. Ça va, Bernard? Très très bien, je vous remercie. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques aussi. Et puis on a gardé Jean-François Lamasson qui est avec nous. Oui. Lamassé, pardon, ça va? Ça va très bien, on mange des bonnes fraises, des vrais produits français. On a mangé du saucisson français. Voilà, du saucisson français. Des corps de canard français. Voilà. Pour aller chercher ailleurs ce qu'on a à la maison. Il nous a fait une promesse de magret de canard fourré au foie gras, Jean-François. Je peux vous dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est un fou. Ne promettez jamais de la bouffe à Philippe David. Il a un client en face. Il a un client en face parce que manger, c'est une passion. Eh bien écoutez, c'est la passion de tout le monde ici. Allez, vous restez avec nous tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité.
Et on en parlait tout à l'heure, Philippe Bilger, mais cette disparition forcément de Juste Fontaine. Et on parlait durant toute l'émission, Cécile, tellement parfois on confond les sujets importants avec les thèmes insignifiants. En ce qui me concerne, sans avoir la mémoire de Philippe David, qui vous donnerait l'équipe d'Uruguay en 1929, en ce qui me concerne, je suis très, très triste à l'idée que nous ayons perdu ce très grand footballeur dont la gloire et le talent étaient à la hauteur de la discrétion. C'est drôle, comme moi qui suis totalement narcissique, j'admire profondément les gens modestes. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer 2-3 fois le dimanche à Toulouse, à Victor Hugo. Au marché, oui. Et c'est des gens de son époque qui m'ont présenté, avec qui je suis ami. Et c'est quelqu'un qui était resté très humble. Il n'y a pas comme aujourd'hui certains footballeurs, on ne peut pas leur parler. C'était pas la même starification. Non, mais voilà. C'était un cadeau. C'était un cadeau. C'était un grand cadeau. C'était un grand footballeur. C'était pendant longtemps l'image du sport à Toulouse. Je veux dire, c'était une pointure. Il portait bien son nom, juste. Oui, très juste. Bernard Lahire. Beaucoup de respect pour ces grands sportifs que j'ai pas connus. Mais c'est vrai que nous on vient d'un pays où c'est beaucoup plus le rugby. Oui. Et donc moi je suis beaucoup plus attaché, mais beaucoup de respect quand même pour ce grand homme effectivement dont on va parler. Olivier d'Artigol. La légende. Oui. La légende du foot. On a déjà vous parlez de moi là Oui, elle a joué libéraux. Aussi. Libéraux, absolument. Oui, je vais dire un mot. J'ai assez bien connu Juste Fontaine parce qu'il avait une boutique à Toulouse, comme le disait Jean-François. Et c'était un homme, j'allais au rez-de-chaussée avec sa femme qui vendait les vêtements. Bravo. Et j'allais à l'étage, ensuite, aller voir mon mari, parler de foot. Et on restait parfois un quart d'heure quand il n'avait pas de temps, 1 heure et demie. Et on parlait des derniers matchs. Et un homme, moi j'ai jamais osé le tutoyer, lui proposer ou quoi que ce soit, parce que j'avais une légende en face de moi. Mais un homme d'une simplicité. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de peine quand je l'ai appris tout à l'heure. En tout cas, il restera bien sûr dans nos mémoires. Olivier d'Artigol, vous, on va revenir sur un sujet dont on parle beaucoup, et c'est dernièrement le harcèlement scolaire. On en a déjà, Cécile, parlé sur ces ondes. Désolé, on est dans un moment chaleureux et heureux. Désolé d'y mettre un peu de gravité, mais il serait très bien, je le fais par le truchement des ondes de Sud Radio, que le ministre de l'Éducation nationale ou que Brigitte Macron, qui a pris ce dossier en main, puisse contacter au plus vite le père de Maël. Maël, il en est question dans l'actualité récente, c'est ce petit garçon qui a 10 ans, qui est déscolarisé depuis le 1er décembre, après avoir subi un harcèlement de près de 3 ans. Et le harceleur est resté dans l'établissement scolaire, alors que ce petit qui est victime, lui, est déscolarisé. Il y a toute une chaîne de dysfonctionnement qui amène à cette situation qui est insupportable. Donc j'espère que... Qui nous dépasse, hein. Franchement, ça nous dépasse. Oui, on a beaucoup d'informations aujourd'hui sur ce cas précis. Donc j'espère qu'il y aura une réponse rapide, un traitement humain sur ce dossier-là pour permettre à ce jeune Maël, ce petit gamin de 10 ans, de retrouver les bancs de l'école parce qu'il dit aussi que ses copains lui manquent. Et puis de créer un précédent peut-être. Oui. Pour l'avenir. Et on se souvient du petit Lucas aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc il faudrait vraiment régler cette question sur le plan Bernard Lahire. national. Oui, et que ça soit aussi, si je peux me permettre, un cas d'école pour les autres enfants qui sont dans la même situation. C'est ça le plus important aujourd'hui. Philippe Bilger. Mais moi, je suis frappé. J'ai appris ce matin la situation assez tragique de ce petit. Au regard de cette situation, la totale impuissance ou indifférence des pouvoirs publics, pour ne pas parler du ministre, éventuellement de l'épouse du président, je me demandais de manière un peu provocatrice si face à chacun de ces traumatismes, on ne pourrait pas imaginer une procédure qui serait mise immédiatement en branle avec non-assistance à citoyens en danger. Ah, je trouve complètement anormal que face, comme l'a dit Olivier, face à ces destinées terribles, le père était très émouvant, rien n'est fait. Alors qu'on avait promis de lutter contre le harcèlement. Je trouve qu'on se moque du monde et que ça mériterait là une judiciarisation forcenée. Exact. Jean-François Lamassé. Le souci, c'est toujours le même, hein, je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on met des loups dans des bergeries. Ça s'appelle comme ça. On met des loups dans des bergeries, il n'y a plus d'éducation. Avant, quand il y avait un problème, punition. Ah, maintenant, attention, si on punit un gosse, c'est terrible.
Voilà, il ne faut surtout pas. Voilà. Et le problème, c'est que même les professeurs ne sont pas tranquilles parce qu'ils ont peur des représailles des parents d'élèves. Voilà. C'est le sentiment du bad bag. Tout en ajoutant une dimension, dans des établissements scolaires en très grand nombre, dès le premier signal faible, la communauté éducative se réunit, traite le sujet, contacte les parents du harceleur et les choses... Voilà, nous obtenons des résultats quand la réponse est, j'ai envie de dire, rapide. Mais et efficace. La question qu'on se pose, c'est quand vous avez un enfant harceleur, est-ce que vous vous en rendez compte? C'est ça le truc. Est-ce qu'on vous prévient? Est-ce que l'école vous prévient? Est-ce que l'école vient vous voir en disant attention, votre fils ou votre fille est une harceleuse ou un harceleur? Moi, je vais poser une question différente. Si vous avez certains parents savent que leurs enfants sont des enfants en souci, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Le problème il est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire que pour vous, il faut pointer la responsabilité des parents? Mais bien sûr. La base, c'est l'éducation. Donc si les parents, on va pas faire un cas péjoratif, mais si les parents, qui en plus souvent sont aidés par l'État, voilà, si le gosse ne se tient pas bien, il faut serrer le boulon. C'est aussi simple que ça. Et on n'a plus le temps parce qu'on va faire le tour de table de Bernard Ley. Oui, c'est drôle, hein, au moment où je m'apprêtais à parler. Oui, ça s'appelle de la censure, Philippe Bilger, attention. Le problème de l'eau, forcément, pour les agriculteurs, c'est un des points très importants, les eaux usées et la gestion de l'eau en général. Oui, enfin, moi je suis quand même surpris qu'il faut toujours qu'on soit au pied du mur pour se rendre compte qu'il y a un sujet qui est important. Heureusement qu'il y a quand même quelques décennies que nos aïeux, les anciens, ont réussi à travailler intelligemment avec les pouvoirs publics, qui avaient des hommes politiques courageux, qui avaient peut-être moins de pression de certains groupuscules, et qu'on a réussi à travailler intelligemment. Parce que quand on s'aperçoit quand même de ce qui va se passer au niveau du climat, on va passer de 4 saisons à 2 saisons, avec beaucoup moins de gel, des gels plus tardifs, donc beaucoup plus problématiques sur les cultures. Des saisons décalées en plus. Oui. Des saisons décalées, mais vous allez surtout avoir beaucoup plus d'eau l'hiver, alors un même volume annuel, mais beaucoup moins bien réparti, et le moment où on en a le plus besoin, on en aura le moins en disponibilité. Donc le plus important, c'est ce qu'on fait déjà nos aïeux il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans, c'est de créer des réserves bien intelligemment, de stocker cette eau pour pas qu'elle aille se faire bêtement saler à la mer. Ce n'est pas la priver de son milieu, au contraire, parce que ça crée de la biodiversité, et on voit aujourd'hui que toutes les retenues collinaires permettent de créer de la biodiversité. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'on voit toujours, souvent, des associations environnementales qui mettent en cause le fait de retenir l'eau, oui, en contradiction avec la biodiversité. Et je voudrais juste dire cette phrase, c'est que malheureusement il y a beaucoup de gens trop malhonnêtes au niveau des associations environnementales, que j'appelle pas les écologistes, et qui se servent souvent de ces dossiers pour prôner la décroissance de manière indirecte. Un mot, Jean-François Lamassé, pour l'eau, parce que vous, sincèrement, j'ai l'impression d'entendre le bon Dieu. Voilà, c'est simple que ça. Bilger est jaloux. On m'a jamais dit ça, je suis vraiment pas sincère. C'est un sujet, on le prône depuis plus de 40 ans. On sait qu'il va manquer de l'eau. On sait que sur la région toulousaine, quelque chose de près, en 2030, il manque 50 millions de cubes. Voilà, le problème, il y a de plus en plus de gens qui habitent à Toulouse. Oui. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Dans un instant, vous restez avec nous, Jean-François Lamassé, puisque dans un instant, on va parler de l'eau, mais surtout de la souveraineté alimentaire de ces agriculteurs. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable, on peut retrouver cette souveraineté alimentaire? Vous nous dites oui, vous nous dites non, 0826 300 300, vous nous appelez, bien entendu. On est en direct du Salon de l'Agriculture. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et la famille s'agrandit au Salon de l'Agriculture avec Philippe David. Ça va, Philippe David? On va en pleine forme. Bah oui. On déguste des choses extraordinaires. Mais en fait, dès que je vous parle, vous me parlez de... Le problème, c'est que comme vous me faites passer pour un tube digestif ambulant, maintenant j'ai une réputation... Vous n'avez pas besoin de moi. Un estomac sur pattes. Un estomac sur pattes. Vous savez comment je l'appelle? Je l'appelle culbuto. Voilà. Mais c'est parce que je l'aime bien. Avec nous, bien entendu, Philippe Bilger qui est avec nous, Olivier D'Artigol qui est avec nous aussi, et nos invités, Bernard Ley qui est avec nous, président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, et puis Jean-François Lamassé qui est avec nous, qui est avec nous. Merci en tout cas d'être là. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Et les crises successives rappellent combien la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur. La filière agricole française doit se transformer en profondeur pour répondre aux nouveaux défis. La tâche est immense, je crois, Philippe. Oui, et encore plus quand on sait que nos agriculteurs n'ont jamais été si peu nombreux en France. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 500 000 pour fournir céréales, viande, légumes, fruits, eux, à plus de 67 millions de Français, alors qu'ils étaient 3 fois plus nombreux dans les années 70. Et aujourd'hui, nous avons une balance commerciale déficitaire sur l'alimentation, ce qui n'est jamais arrivé. Alors, est-ce qu'on peut regagner une souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est juste de la volonté politique ou est-ce que c'est pas possible? Venez nous dire votre avis, ou ici sur le stand, au 0826 300 300. Et Jean-François Lamassé, vice-président de la FDS-SEA 31, administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé Français, est resté avec nous justement pour en parler. Philippe Bilger, cette souveraineté alimentaire, on en est loin, très loin même. Mais il est très étonnant de voir à quel point la notion de souveraineté est revenue au premier plan des préoccupations civiques et démocratiques, mais je ne savais pas qu'elle était à ce point défaillante dans le domaine alimentaire, alors que, comme l'a rappelé Philippe, la France était en pointe, comme l'a dit notre ami tout à l'heure. Je ne vois pas comment on a pu brader cet immense trésor qui faisait la fierté de la France. La France agricole, c'était tout de même un fleuron dont tout le monde parlait et qui faisait véritablement la fierté des Français. Il n'y a eu aucune fatalité à ce qui est un désastre. C'est la conséquence de choix politiques. Le gouvernement vient d'annoncer aujourd'hui un plan pour reconquérir la souveraineté en fruits et légumes, actuellement importés à 50%. Comment peut-on imaginer que notre beau pays, qui est celui des vergers, celui des fruits et légumes, avec des campagnes publiques où on nous dit à raison qu'il faudrait consommer 5 fruits et légumes par jour. C'est des décisions politiques qui ont mis à mal les productions, les métiers, les femmes et les hommes qui produisent. Et donc, il faut regagner des pans de souveraineté, que ce soit d'ailleurs sur la question énergétique, industrielle ou agricole, et cela demandera du courage politique. Bernard Lerre. Moi, je partage totalement les propos d'Olivier d'Artigol, mais on s'aperçoit qu'il y a un élément. À chaque fois qu'il y a une volonté politique, de quelque gouvernement que ce soit, qui appuie les propositions de la profession, des chambres d'agriculture, de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, etc., on est bloqué par quoi ? On est bloqué par un cumul réglementaire incessant. Je prends un exemple très clair. Il y a une quinzaine d'années, autour de chez moi, il y a un groupe d'agriculteurs qui a voulu mettre en place une retenue d'eau, ce que je disais avant, entre deux bassins versants, simplement pour éviter qu'elle aille se faire saler à la mer. Ils ont fait une étude de 5 000 € pour un projet qui coûte 100 000 €. 15 ans après, ils sont à 80 000 € d'études parce qu'il y a eu des recours permanents qui les amènent et donc ils sont écœurés et donc ils abandonnent. Et c'est vrai que si on ne sanctionne pas aujourd'hui, alors qu'ils ont raison à chaque fois, si on ne sanctionne pas aujourd'hui cet abus de recours, si on ne le sanctionne pas financièrement, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'il faut simplifier aujourd'hui énormément ce côté administratif. Vous n'imaginez pas toutes les normes qu'il peut y avoir sur le sujet environnemental. Il est vital que l'on transmette le plus bel environnement à nos enfants, mais quand on voit aujourd'hui que certaines règles vont à l'encontre du bon sens environnemental, ça fait mal au ventre. Jean-François Lamassé. Mais moi je vais vous dire, quand on parle de l'eau, c'est un sujet mais qui est hyper vaste. Il y a des gens qui veulent maintenant prendre entre guillemets le pouvoir de l'eau, qui n'y connaissent rien du tout. On a les écolos qui nous racontent des stupidités à dormir debout, et bien sûr toujours attention, on va plus avoir d'eau, c'est la peur. Leur système, c'est la peur. Voilà. Quand on dit l'eau pour les agriculteurs, on a l'impression que beaucoup de médias qui conviennent bien avec ces gens-là, on va boire tout. On a l'impression qu'on a c'est plus des estomacs qu'on a, c'est des bassines. C'est des bassines. Voilà. L'eau, elle est faite pour quoi? Pour nourrir les Français. Pour nourrir les Français. Et quand on vous dit oui, on va économiser l'eau, dites-moi où va l'eau qui a été économisée. Dites-moi où va. L'eau elle repart à la mer. Voilà l'économie où c'est qu'elle est. Et c'est pas en faisant comme on fait aujourd'hui qu'on va régler le problème. Alors c'est quoi la solution? Mais il faut se remettre à faire des réserves d'eau. L'Espagne, ils ne demandent rien, ils font des réserves, même l'Allemagne. Quand on en fait, vous avez vu dans les Deux-Sèvres il n'y a pas longtemps, avec affrontement avec les CRS, etc. Très bien, il y a eu affrontement qu'a fait le gouvernement. Les élus, moi ça me met en rogne ça, les élus qui ont été en train de saccager l'exploitation d'un pauvre gars qui avait 65 ou 70 hectares.
Qu'est-ce qui leur est arrivé aujourd'hui, au moment où je vous parle? Rien. Ils sont chez eux dans leur canapé. Voilà. S'ils auraient été punis, comme ils doivent être punis, on n'en serait pas là. Il n'y a plus de justice en France. Je pense elle n'est pas dans le bon sens. Non, je pense qu'on a toujours eu besoin qu'il y ait eu une certaine pression environnementale parce qu'il y a eu des dérives effectivement. Mais malheureusement, on s'aperçoit qu'on est toujours dans l'excès en France. Le balancier, il est soit d'un côté, soit de l'autre. Il ne s'arrête jamais au milieu. Et en 30 ans, on s'aperçoit les dégâts que la pression environnementale a pu faire sur le nucléaire, a pu faire sur l'industrie française. Et l'agriculture est en train de subir la même chose. Sur l'énergie. La France était le fleuron de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le 6e pays producteur. On est en train de tout dégrader. Et vous parliez de souveraineté alimentaire. Moi, je pense qu'on peut y revenir à la souveraineté alimentaire. Il va falloir un petit peu de courage. Il va falloir lever tous ces verrous réglementaires qui nous empêchent de produire. Et il va falloir que l'on ait ce courage face à 2-3% de la population qui ne sont pas sur des objectifs environnementalistes, mais sur des dogmes et des doctrines. Et comment on peut... Pardon, allez-y Philippe. Là, notre ami a totalement raison et ça peut se vérifier dans d'autres domaines. La France passe d'un extrême à l'autre. Elle est incapable de s'arrêter dans le juste milieu. C'est vrai en politique internationale, dans ce domaine agricole, partout, on ne sait pas s'arrêter au moment où les normes deviennent une gêne au lieu d'être une chance. C'est dramatique. Mais justement, oui. L'agriculture aussi, c'est que pendant très longtemps, c'était un métier en déflation. C'est-à-dire que quand on achète du blé, tout le monde, il est pas cher, c'est pas grave, on verra l'année prochaine. Tout le monde s'est pris cette habitude-là. Les traders qui achètent du blé sont habitués à ça. Après, on a voulu ouvrir la PAC pour être au cours mondial avec des aides. Mais en fin de compte, il valait mieux qu'on continue à produire comme on produisait avant. Plutôt que de mettre des millions d'hectares en jachère. Dès que la PAC est arrivée, on a eu des normes et des normes et des normes et des normes et des normes. Je vais vous dire, c'est pas compliqué. Un dossier PAC, les premiers en 92, moi j'avais 22 ans, je me le remplissais en 1 heure de temps. Aujourd'hui, on est obligé de passer à la chambre d'agriculture. Parce qu'il y a Téléparc, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a même des choses que nous, on ne sait pas. Par rapport au SIE, les surfaces d'intérêt écologique. Alors il faut tant de pourcents là, tant de pourcents. Ça devient une machine à gaz. Bernard Ley, vous qui êtes président de la Chambre d'agriculture du Pyrénées-Atlantiques, vous confirmez? Je confirme. Alors, je suis président de la Chambre d'agriculture, mais je suis agriculteur aussi. Et donc je me sers de mes services pour pouvoir travailler. Mais on se rend compte malheureusement que les agriculteurs sont noyés dans cette nasse administrative, dans la paperasse qu'on leur dit un peu péjorativement. Et il faut qu'on arrive à sortir de ces éléments-là. Moi, je suis optimiste quand même, parce que je me dis, à force d'avoir tapé dessus, à force de voir que ça décline, et on se dit que l'alimentation ne doit pas être traitée comme le textile, la voiture ou l'industrie, il y a quand même une prise de conscience, même de la grande distribution, qui commence à avancer dans la bonne direction aujourd'hui, alors elle nous a étouffés durant des décennies. Le problème, c'est qu'il y a une crise de vocation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein d'agriculteurs qui aimeraient et qui font autre chose. Donc même si ça change, il va falloir aller chercher tous ces gens-là qui veulent plus venir, ou qui, en tout cas, qui vont laisser tomber. Ah ben c'est sûr que si on veut assurer la souveraineté alimentaire, le plus grand défi de demain, c'est pas de savoir produire, c'est de savoir comment on va remplacer les 50% d'agriculteurs qui arrêtent dans 5 ans. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas de succession. Bien sûr. Non, parce que le gros problème, le souci, parce qu'on tourne, on retourne, la souveraineté alimentaire, je vais vous dire, moi, ça fait plus de 5-6 ans, je l'entends. J'ai défendu pendant, je sais pas combien, quand j'étais président de Fédé, pendant 3 ans ou 4 ans, c'est un truc comme en avant depuis des années, les préfets sont au courant, tout le monde est au courant. Voilà. Je veux dire, si on voudrait vraiment le faire, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'acheter politique? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant d'avoir une souveraineté alimentaire, il faut que les agriculteurs arrivent à gagner leur vie de leur métier. C'est la base de tout. Mais si aujourd'hui, on n'arrive plus à gagner notre vie, les jeunes iront bosser ailleurs. Je voudrais poser une question au vrai voitier. Olivier d'Artigol, par exemple, vous qui aimez bien les usines, je crois. J'avais poussé un coup de gueule il y a quelques temps. Il aime les usines. Vous aimez bien les usines, Olivier d'Artigol, non? Vous n'aimez pas les usines? Et les crêpes. Vous aimez les usines et les crêpes, on le sait. J'aime l'industrie relocalisée. Oui, voilà. Non mais, je vais vous prendre un exemple. J'avais poussé un coup de gueule à la place du coup de cœur d'aujourd'hui, il y a quelques mois, sur une entreprise agroalimentaire française en Bretagne, Paul Leduf, qui devait ouvrir une usine avec 500 emplois à la clé. Il a arrêté, il a décidé fin 2022, parce qu'il y avait tellement de recours des associations environnementales qu'il était en procès depuis 5 ans, et qu'au mieux, il en avait pour 5 ans de mieux. Il a dit, je fais pas l'usine avec 500 emplois, je transfère la production en Allemagne, au Portugal et aux États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous? Bernard l'a dit, et tu redonnes une illustration forte, en effet.
les normes et l'accumulation des normes devient quelque chose qui peut mettre à mort des filières. Mais ce dont vous avez besoin aussi, c'est d'une vision, d'un grand projet national pour l'avenir de l'agriculture qui prend en compte l'ensemble des enjeux, et ils sont nombreux. Moi, je me désespère le fait qu'on puisse avoir des élections, notamment l'élection majeure, l'élection présidentielle, où on est à sec sur ces grands sujets d'avenir. Désolé pour le jeu de mots sur un sec, mais où on n'a pas pu débattre véritablement du modèle agricole d'avenir, et que les professionnels, ceux qui sont les experts de l'agriculture, nos paysans agriculteurs, aient pu dire voilà ce qui se passe et voilà ce dont nous avons besoin. On a besoin de réarmer le projet politique sur l'avenir de notre agriculture. Quelle agriculture voulons-nous pour les 10, 30, 40 prochaines années? Il faut nous laisser travailler normalement. Oui. Aujourd'hui, quand vous sortez un pulvérisateur pour traiter un champ, parce que ça peut être contre des pucerons, ça peut être contre une maille du blé ou n'importe quoi, vous avez des gens qui se pointent devant votre champ et qui veulent vous caillasser. Mais on va où là? Oui. Ils sont qui ces gens-là? Ils sont très minoritaires quand même. Oui, mais quand vous faites caillasser, venez au bord des villes, c'est ceux qui se font. Moi j'ai la chance d'être un peu en campagne, un peu retiré. Vous n'êtes pas très Vous avez vu les derniers sondages faits pour le salon de Toulouse? Vous avez vu des soucis. Vous avez vu les derniers sondages faits pour les salons de l'agriculture? La population, dans son écrasante majorité, aime et soutient le monde agricole. Mais cette semaine, on est les rois du pétrole. Oui. Attention, c'est une semaine. Après, mais le monde, sauf qu'il peut. La population française est surprenante, parce que c'est vrai que le citoyen français soutient son agriculture, et pourtant, en tant que consommateur, parfois il fait des choix un peu surprenants. Mais justement, il y a une question. Il n'achète pas obligatoirement français. Mais il y a une question qui se pose pour retrouver la souveraineté alimentaire. C'est l'étiquetage. Aujourd'hui, vous achetez un produit, il y a marqué viande Union européenne. C'est-à-dire que ça peut être de la viande roumaine ou de la viande française. Vous n'avez aucun moyen de savoir. La traçabilité. De savoir la traçabilité. On se rappelle dans le sud-ouest d'une affaire, vous savez, les lasagnes au cheval. Je ne citerai pas la marque. Ça, non? Comment? Il y a du Ah ben non, parce que l'Union européenne est rigoureusement contre le fait qu'on affiche vraiment la traçabilité des produits. Est-ce que c'est pas une vraie question? Il y a une évolution quand même à ce niveau-là. Il y a eu des évolutions au niveau bruxellois pour pouvoir effectivement garantir l'origine et permettre à chaque pays, à chaque région de le mettre en évidence. Donc moi je reste confiant à ce niveau-là. Effectivement, pour moi c'est pas le principal problème aujourd'hui. C'est ce qu'on disait avant, c'est permettre d'attirer des vocations et de permettre à des jeunes de nous rejoindre. Et comment on peut faire en fait? Comment on peut faire? Parce que c'est ça, c'est ce que tout le monde dit finalement. Oui. Alors il y a plusieurs éléments. Le premier, il est économique. Il faut vivre de son métier. Le deuxième, c'est d'arriver à changer l'image. Moi quand je vois hier, on avait la journée des Pyrénées-Atlantiques, on a mis en évidence 6 entreprises novatrices dans le domaine de la recherche et du développement qui permettent aujourd'hui, à base de phéromones, à base de biocontrôle, de biostimulants. Alors c'est quoi? Ce sont des éléments naturels qui permettent à la plante de se renforcer, de lutter naturellement contre les agresseurs extérieurs pour pouvoir avancer et de dire que si d'ici 5 ans on arrive à baisser de 60, 80, 90% les produits de synthèse, les produits phytopharmaceutiques qui permettent de protéger les plantes, qu'on appelle vulgairement les pesticides, on aura gagné déjà un premier combat. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, massifier le nombre d'agriculteurs qui s'engagent dans ces démarches, travailler collectivement et avoir ces démarches agroécologiques, non seulement pour limiter l'impact sur la planète, mais aussi le bilan carbone. Et sur la pénibilité aussi du métier. Ça, c'est... Oui, mais je pense même que... si aujourd'hui la technologie fait pas la priorité. Ça fait 2 décennies qu'on travaille à la dépénibilisation du travail et ça va dans la bonne direction. Là, on séduit effectivement, et beaucoup de femmes qui viennent travailler en agriculture. Aujourd'hui, c'est... près de 40% de femmes qui s'installent dans l'agriculture, et bravo. Et ajouter que l'enseignement agricole propose des filières formidables. On ne fait pas suffisamment la promotion de l'enseignement agricole. Allez-y, faites-le. Mais il y a de magnifiques lycées agricoles partout dans notre pays qui forment, Bernard connaît ça très bien, on a un très beau lycée, je leur dis bonjour, à Montardon près de Pau, qui forme les métiers de demain aussi avec de l'innovation. Mais malheureusement, quand on veut s'orienter, ces filières-là ne sont pas toujours présentées dans l'enseignement général. Est-ce que c'est la technologie qui à un moment donné peut sauver aussi l'agriculture? Justement toutes ces start-up d'innovation, de gestion du stock, des sols. Un peu, mais moi je suis beaucoup moins sûr. Tout à l'heure on parlait de motivation, moi je vois des jeunes dans mon département qui sont hyper motivés. Mais le problème, quand vous êtes jeune, vous foncez. Il y a un moment quand vous voyez que vos copains à côté font autre chose et ils vivent mieux que vous et ils avancent dans la vie et que vous êtes en train de reculer et que vous vous posez des questions. Moi je vais vous dire, je vois à l'âge que j'ai, il y a des soirs, il y a des nuits où je me pose des questions.
On va où? Je prends un exemple à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, Olivier disait, on est largement déficitaire en fruits et légumes. On a des projets de ceinture verte autour des grandes villes pour réimplanter des maraîchers, pour pouvoir fournir les cuisines centrales en légumes bio et locaux. C'est très très bien, c'est vraiment exceptionnel. Sauf que les orientations qui sont prises actuellement se sont installées des gens par-ci par-là, avec aucune coordination de transformation, de manutention, de limiter le coût du transport et d'avoir une économie d'échelle qui soit intelligente. Et quand on voit aujourd'hui que la technologie peut aider en ayant plusieurs agriculteurs qui travaillent ensemble, des maraîchers de manière collective, utiliser la robotique ensemble, ça veut dire qu'elle coûte moins cher, parce que demain le véritable enjeu c'est comment je désherbe sans produit. Aujourd'hui la robotique peut travailler pour les maraîchers, les aider à dépénibiliser ce travail, parce que c'est ça le principal enjeu aussi en maraîchage. Donc oui, la technologie peut nous aider encore à avancer. Après il y a quand même il nous reste 30 secondes. Personne ne parle. C'est aujourd'hui en France, quand on fait n'importe quoi, ça coûte cher avant de commencer. Donc, le problème il est là. Moi je comprends que les gens veulent acheter français, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter français. Donc il faut à un moment donné te poser les bonnes questions. Pourquoi ça vient d'ailleurs et ça arrive avec un bon prix, et chez nous on n'est pas capable de le faire. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde ne gagne pas 5 000 € par mois. C'est clair. Non, voilà. ça, Et il y a des familles avec un SMIC, ou un peu mieux qu'un SMIC, des fois même moins, ils ont besoin de nourrir leurs enfants. Mais on peut faire du produit français à bon prix. Mais il faut que l'État aussi mette la main à la pâte. Eh bien, merci beaucoup messieurs. Merci Philippe Bilger, merci Olivier d'Artigol. On revient dans un instant avec vous, bien sûr, Max Brisson et Bernard Lair, pardon, et Jean-François Lamassé. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va chanter, effectivement. On va vous faire chanter. C'est peut-être la première fois qu'officiellement on le dit, on va vous faire chanter. Vous restez avec nous. On est en direct du Salon de l'Agriculture. Il peut pleuvoir. Et ben ça nous fera du bien pour les agriculteurs. Vous restez avec nous. C'est les vrais bons. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. En direct du Salon de l'Agriculture depuis le stand des Pyrénées-Atlantiques. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on a planté notre studio effectivement au plein cœur des Pyrénées-Atlantiques. On est ravis d'être là avec Philippe David. Il y a Philippe Bilger qui est avec nous, bien entendu, Olivier d'Artigol. On avait Bernard Lair qui est toujours là, président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Et puis Jean-François Lamassé, vice-président de la FDSEA 31, administrateur de l'Association générale des producteurs de blé français. Vous avez vraiment un nom à rallonge, ça va être compliqué de le dire à chaque fois. Mais Philippe, pour cette dernière ligne droite, on se dit que finalement, il faut que ce soit festif. Parce qu'on aime chanter, oui, et puis au Pays Basque, en Béarn, on chante et on est avec une des légendes de la chanson basco-béarnaise. Bonsoir David Olaïtsola. Bonsoir, c'est un peu trop. Alors, bienvenue chez nous. Bienvenue Ongi Etorri, comme on dit en basque. Alors cette année, vous fêtez vos 50 ans, vous allez faire pas mal de concerts. Déjà, vous êtes dans 10 jours à Pontongue-sur-Adour, les 1500 places sont parties d'un coup. Vous allez faire donc pas mal de concerts, pas seulement au Pays Basque, au Ouga, Villefranche-de-Rouergue, Mazères, Isos, Peyre-Orade. Et ce soir, on a des sudistes, des gens des Pyrénées-Atlantiques. On est sur le stand des Pyrénées-Atlantiques. Vous pouvez nous chanter, allez, un petit bout de chant béarnais, un petit bout de chant basque, on va peut-être s'y mettre avec vous, mais on va déjà vous écouter parce que vous chantez beaucoup mieux que nous. Il ne faut fâcher personne. C'est canto, yo te canto, canto alors ça c'était la partie Béarn. La 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 alors David, bravo. On était mieux en béarnais. Allez, en béarnais, c'était mieux. Vous n'avez pas une autre chanson en béarnais?
Ça veut dire quoi? On parle de quoi dans ces La chanson de Jurançon, David. La chanson de Jurançon. On parle des montagnes. Oui, on parle des montagnes. Dans les montagnes se rencontrent. Alors, vas-y, David, la première, c'est la chanson de Gaston Phébus, en fait, le Secanto, pour son amour. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui la confondent avec la chanson de Jean Lassalle. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Qui était Chandré Berkoff. Et par contre, Egoac. L'hymne de l'Assemblée nationale. Ouais, et Egoac, c'est une chanson magnifique quand on comprend le. Alors, moi, je parle pas le basque, mais j'ai lu la traduction des paroles. C'est les ailes. Sur une table dans un restaurant en Espagne à l'époque du franquisme. Et c'était pour dénoncer un petit peu ce franquisme et pour clamer la liberté. Et on les chante à quelle occasion? Alors on les chante rarement dans les vraies voix, mais quand ça arrive, on en profite. On les chante quand même régulièrement comme un verre. Oui, après chaque repas. Comme le disait Bernard Ley, dans le Sud-Ouest, on mange à la fin des repas. Non, on chante à la fin des repas. C'est vrai que c'est culturel, les chants basco-béarnais. C'est-à-dire que matin, midi et soir, vous chantez la même chanson à la fin des repas. Non, mais c'est surtout ça dépend avec qui on est accompagné. Ça dépend avec qui on est accompagné. Oui, et après les matchs de rugby. Cécile de Ménibus a quand même une image de nos territoires un peu comme des peuplades un peu reculées. Ils chantent tout le temps, vous savez, dès le petit déjeuner, ils chantent. Non mais moi j'adore. Vous voulez pas, moi je vous propose que tous les matins, quand je me lève, vous soyez autour de mon lit, vous me chantez des chansons. On lui chante, c'est canto. Bah oui, mais pourquoi pas. Vous allez tenir une semaine. Bon, c'est vous qui allez tenir une semaine, je vous le dis tout de suite. Alors David, on tournait un peu partout dans le Sud-Ouest. C'est dans quelques semaines, on souhaite un bon anniversaire pour ce cinquantenaire, ce demi-siècle. Ah non, jamais en avance. Bon, je te souhaite pas bon anniversaire. Non. Sur ordre de Cécile de Ménibus. Non, c'est pas un ordre, non, surtout pas, alors on avance. Le jour J ou le lendemain, mais pas. Et c'est vrai quand même que ça fait du bien, parce que c'est quand même la tradition, les chants, non, pour vous qui êtes du Sud-Ouest. Je suis Olivier d'Artigol. Non, mais comme vous l'avez dit, c'est après les repas de famille, c'est dans les fêtes de village, c'est dans les moments festifs. C'est la chanson de la réconciliation. Et c'est quelque chose qui crée, quelles que soient les situations socio-professionnelles, même les sensibilités poétiques, c'est quelque chose qui crée du commun à un moment donné. Ça fait partie des valeurs, oui. Ça fait partie de nos racines. On est des ruraux, donc je veux dire, il y a des choses qui restent, même s'il y en a certains qui sont partis vivre à Paris. Voilà, c'est la famille. Après l'apéro, ça redémarre. C'est l'origine. Au-delà de la culture, c'était aussi une façon de s'exprimer. Oui. Pour les gens qui étaient timides parfois, de passer des messages, donc ça fait partie. Exactement, c'était en chantant aussi. Et souvent des messages d'amour. Exactement. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, David. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol. Merci beaucoup, Bernard Lerre. Merci beaucoup, Jean-François Lamassé, d'avoir été avec nous. Vous restez là sur Sud Radio dans un instant. On va parler de tous ces agriculteurs qui sont agressés. La gendarmerie nationale sera avec nous pour nous montrer les plans, les actions, tout ce qu'on peut faire avec eux, bien entendu. Et puis, on reviendra aussi sur une start-up fabuleuse qui gère les stocks des agriculteurs. Et puis, en dernière partie, Philippe, on recevra un producteur de brebis basco-béarnaises et de porc noir gascon. Dit-il en regardant les yeux. Vous n'allez pas continuer à manger. Ah si. Allez, vous restez avec nous, on reste ensemble dans les vraies voix responsables dans quelques instants, jusqu'à 20h. À tout de suite.